Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment upgrade un PC portable qui commence à bien ralentir. Alors que vous ayez un portable très ancien ou cette méthode devrait fonctionner, mais il faut impérativement que votre PC ait un port de connexion SATA. SATA c'est le type de connexion au niveau de votre disque dur. Il y a deux types, soit IDE, soit SATA. Si vous sortez et que votre disque comporte plein de ce qu'on appelle des pins, alors votre disque est un disque IDE et là on ne pourra pas faire. Par contre, si c'est des espèces de avec des connecteurs, dans ce cas-là vous pourrez la mise à jour. Pour cet ordinateur que nous allons voir, je vais faire aussi un upgrade de mémoire RAM puisqu'il ne dispose que de 4 Go, très limite pour Windows 10, même si ça peut le faire tourner. Donc voici le modèle que nous allons démonter. C'est un ordinateur de marque HP qui a été testé et qui met environ 10 minutes à s'allumer. Quoi de plus normal pour un PC portable de travail. Donc, pour ce modèle, il y a des bandes antidérapantes ici. Et en fait, il faut les enlever et enlever l'autocollant qu'il y a dessous pour pouvoir accéder à des vis cachées, que sinon vous ne pourrez pas le démonter. Alors pour ça, on utilise une petite spatule. Et puis vous voyez que celui-là, je l'ai déjà démonté. Et la colle est restée sur le plastique, mais pas sur la bande qui est censée rester adhésive. Donc préparez au cas où des bandes double face pour pouvoir le repositionner par la suite. Donc si vous l'enlevez et que vous arrivez à conserver l'autocollant, conservez-le bien à l'envers. Donc là je vais devoir enlever la bande autocollante aussi, mais je pense que celle-là je vais la remplacer. Hop, là-dessus. Ensuite on s'équipe de nos petites tournevis et on va commencer le démontage. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Alors 5 c'est la trappe du lecteur CD. En général au niveau du lecteur CD, vous avez toujours une vis dans l'axe, dans le même axe. Vous enlevez cette vis et vous pouvez enlever le lecteur. C'est comme ça dans la majorité des ordinateurs portables équipés de lecteurs CD. Et faites attention parce qu'en général, je dis bien en général, pas toujours, mais la vis n'est pas de la même longueur que les autres. Voilà, donc là on peut enlever le lecteur CD. Ensuite on peut commencer au démontage du reste. Alors par contre, je vais vérifier, c'est pas relié à la charnière. Parce que si vous avez des vis qui sont reliées à la charnière, dans ce cas-là, il vaut mieux l'ouvrir avec l'écran ouvert et bloqué contre la table, par exemple. Avec l'écran protégé, en général avec du carton ou du papier bulle. Donc on enlève toutes les vis. Là pour l'instant, je les dévisse. Après en les levant, on se fait un plan sur la table. Comme ça, s'il y a des vis qui sont différentes, elles ne seront pas mélangées. Alors quand je dis se faire un plan sur la table, c'est ça. Donc je dévisse et au fur et à mesure je positionne par rapport à la position sur l'écran. Si vous avez une boîte, c'est encore mieux. Mais on se fait un schéma en gros sur la table. Vous voyez, comme ça. Et on continue. Alors si les vis ne viennent pas bien, soit vous utilisez un autre tournevis plus aimanté, soit vous mettez un aimant sur la tige de votre tournevis. Voilà, là, tous les vis sont pareils, donc je peux me permettre de les regrouper et de les mettre de côté. Voilà, donc là, nous avons notre ordinateur avec les vis enlevées. Alors ce modèle, il est déjà allumé, je viens de le voir. Donc première chose à faire, c'est l'éteindre, bien entendu. Vous voyez déjà, rien que pour appuyer sur le bouton marche arrêt, mes 3 plombs m'a affiché le petit cadre. Ah, arrêtez quand même. Hop. Donc là, il est en cours d'arrêt. Vous le voyez à l'envers, mais voilà. Et il est revenu sur l'écran de login. Ça y est. Alors quand vous l'arrêtez, soyez attentif au bruit des ventilateurs et aux voyants sur le PC. Tant que tous les voyants ne sont pas arrêtés et que le ventilateur continue de tourner, vous ne le démontez pas. Attendez qu'il soit totalement à l'arrêt. Le voyant s'est éteint, mais pas le ventilo. On entend le disque dur tourner. C'est de la ASMR ordinateur. Voilà. Bref, il n'est pas encore arrêté là. Tant qu'il n'est pas arrêté, je ne démonte rien. Maintenant que l'ordinateur est bien arrêté, on va pouvoir attaquer la phase de démontage. Alors, pour attaquer la phase de démontage, il faut bien observer la coque et regarder comment elle est faite. Là, on peut voir que la fente est vraiment sur le dessus. Vous voyez, donc il va falloir passer un outil ou un ongle et pouvoir... On commence généralement par les côtés. Par contre, certains ordinateurs portables, il faut démonter le clavier en premier. Le clavier se soulève. Parfois, il y a même des vis sur le clavier. Des fois, il y a un bandeau qui recouvre les vis. Ils sont dessous, qu'il faut lever avec des... Il y a des petites clips. Ensuite, dessous, il y a des vis. On relève le clavier. On déconnecte les nappes. Et ensuite, on peut attaquer le reste. Mais pour celui-ci, c'est très simple. On a juste à enlever le top case. Le top case, c'est la partie supérieure d'un ordinateur. Le bottom case, c'est la partie inférieure. Et puis, on a l'écran. Voilà les 3 parties avec leur dénomination technique.
Donc là, je vais attaquer le démontage en prenant un côté. Alors je prends le plus souple, c'est le côté du lecteur. Et on peut attaquer aussi. Ça aura le même effet. Alors c'est pas toujours évident, il faut trouver le point où ça s'ouvrira plus facilement. Alors c'est pas toujours du côté qui semble le plus. Voilà. Là, puisque j'avais un peu de mal, j'ai utilisé un outil en métal. Mais vu que j'ai fait l'ouverture, je peux continuer avec mon petit outil en plastique et déboîter le tout. Alors, si vous n'arrivez pas trop à lever une partie, l'astuce consiste à, quand on est dessous, faire effet de levier. On tourne le petit outil et ça se dégrafe. Et au fur et à mesure, on fait un petit peu comme avec un ouvre-boîte. Alors par contre, si ça force trop, n'insistez pas. Essayez d'attaquer un autre angle et faire le tour. Là, j'ai un petit peu de mal, donc je vais attaquer l'autre côté. Voilà. Que si ça résiste, parfois, c'est peut-être que vous avez oublié une vis, pardon. Alors, on vérifie, et effectivement, vous voyez, là, il y a une petite vis, on va la voir à l'image, hop, elle est là. Non, pas grand-chose. Mais bon, j'ai bien oublié une vis. Et il y a peut-être la même chose de l'autre côté, oui, je pense. Non, donc il y a vraiment qui... Même après plusieurs années de métier, il faut toujours vérifier, il ne faut pas prendre trop de confiance. Parce que c'est là où on se fait avoir. Vous voyez, du coup, le top, il est venu tout seul. Puis là, je peux finir de le déboîter. Alors, les angles sont toujours un petit peu plus délicats. Je vérifie pareil que je n'ai rien oublié. Alors, ce qu'il faut voir après, c'est que si le bottom case est solidaire du dessus ou du dessous. Là, il est solidaire du dessus. Donc, je vais le démonter de cette façon et sortir le bottom case. C'est pas toujours le cas. Donc, la méthode pour le sortir est différente. Donc ensuite, on vérifie que c'est bien du SATA et non de l'IDE. Alors là, à quoi je vois que c'est du SATA? Et bien en fait, si j'enlève son support, que je retire le disque, hop, on tire tout doucement, vous voyez que là, c'est deux broches. Et c'est pas une succession de pins. Là, vous voyez, là, c'est un exemple de pins. Ça, c'est des pins. Mais les pins, elles sont pas tout le long. Là, on a bien des broches. Ça, c'est du SATA. Donc on va pouvoir remplacer ce disque dur par un SSD. Un SSD que j'ai ici. J'ai pris un BX500 de la marque Crucial. Il n'y a pas du tout de publicité là-dedans, puisque j'aurais très bien pu prendre un Samsung, qui sont très bons aussi, ou enfin, il y a un tas de marques qui existent, mais ouais, Crucial, c'est bon rapport qualité-prix, on va dire. Ensuite, la barrette de RAM, je l'ai commandée pour compléter celle-là qui est seulement 4 Go. Alors par contre, ce que je fais, avant de toucher les parties électroniques, je mets un doigt sur la masse, sur une prise de terre. Alors pourquoi je fais ça? Pour me décharger d'éventuelles traces d'électricité statique qui pourraient endommager le matériel. Alors le mieux c'est de porter un bracelet antistatique, mais bon, je porte pas d'habits synthétiques et je ne fais pas de mouvement entre le moment où je mets mon doigt sur la terre et le moment où je travaille, donc ça n'aurait pas posé de problème. Mais si vous avez la possibilité de mettre un bracelet antistatique, faites-le. Donc ensuite, on met la barre de RAM comme ceci, on pousse, et déjà l'upgrade de RAM est fait. Ensuite, pour ce qui est du SSD, eh ben c'est très simple, puisqu'il est comme... ça c'est un SSD en SATA, mais il existe des SSD qu'on appelle au format M2, là c'est les petites cartes. Alors par contre, ce que je n'ai pas fait, que j'aurais dû vous montrer, c'est enlever la batterie. Par précaution en général, je préfère le faire. Là, je n'ai pas pris le temps de le faire, mais c'est pas dramatique puisque l'ordinateur est éteint. Mais bon, là, il faut enlever une grande série de vis et ça serait une perte de temps pour moi. Donc, nous avons notre SSD. Alors, l'avantage du SSD, c'est qu'il est en moyenne 6 fois plus rapide qu'un disque dur classique et qu'il ne craint pas les chocs, enfin, à moins de complètement l'écraser. Mais un disque dur, c'est un plateau avec une tête de lecture, avec une épaisseur entre la tête de lecture et le plateau qui est très fine. Donc c'est très sensible au choc, tandis qu'un SSD, ce n'est pas sensible au choc, enfin assez peu. C'est-à-dire par rapport à un disque dur classique, ça n'a rien à voir. Donc gain de rapidité et aussi de fiabilité. Donc on remet tous les supports.
Alors, voilà. Vous voyez, par contre, il y a un truc qu'il faut toujours faire attention aussi, c'est l'épaisseur du disque dur, du SSD. Parce que certains disques durs sont plus fins que d'autres, et pour certains ordinateurs, ça peut ne pas passer. Donc pensez à mesurer votre disque dur avant de commander votre SSD. Donc ensuite, on remet nos vis. Ah oui, et là, il a manqué 2 à la base. Ça, c'est volant. Donc, peut-être remplacer ces vis. Après vérification, en fait, les 2 vis qu'on ne voit pas ici, c'est pas qu'ils sont manquants, c'est qu'ils se prennent directement sur la coque. Donc toujours vérifier ça aussi. Alors vous voyez, là par exemple, je vois un défaut de conception. Normalement, quand il y a un ventilateur qui est couplé au dissipateur, il y a un truc qui empêche l'air de s'échapper sur toute la partie interne de l'ordinateur pour bien l'évacuer. Et là, il n'y en a pas. En tout cas, je n'en vois pas là-dessus. Ça devrait être ici au niveau des grilles, mais il n'y a rien. Donc l'échappement de la ventilation est pas vraiment optimal. Mais bon, vu que c'est des grilles trouées à ce niveau-là, je préfère laisser tel quel. Sinon, j'aurais pu mettre un pont. Mais je vais laisser tel quel. Donc le SSD est installé, le disque, la RAM est installée. Je vais pouvoir refermer mon ordinateur et passer à l'installation de Windows. Donc pour refermer l'ordinateur, on procède à la même chose que le démontage, mais en sens inverse. On n'oublie surtout aucune vis et on n'oublie pas le lecteur CD. Alors pour bien refermer le capot de l'ordinateur, vous le faites toujours écran fermé, puis vous appuyez sur les différents trucs jusqu'à entendre une claque. Mais bien sur les bords, hein. N'allez pas appuyer sur l'écran. Donc une fois que vous avez entendu le claque, c'est que c'est bien enfoncé. Voilà, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait hors enregistrement. Mais voilà. Ensuite, on peut commencer à repositionner nos vis. Alors le mieux, c'est même de tous les mettre et de les visser en dernier lieu. Alors surtout, on n'oublie pas de laisser vide celui du lecteur optique. Le lecteur optique, c'est le lecteur graveur DVD, puisqu'il faut mettre d'abord le lecteur et ensuite la vis. Parce que là, ici, il y a le trou pour la vis. Si vous mettez la vis avant, vous ne pourrez pas enfoncer le lecteur à fond. Voilà, donc hop, on l'enfonce à fond, et ensuite on peut mettre sa vis. Et là, on n'a plus qu'à tout revisser. Alors, on fait un tour pour être sûr que tous les vis sont bien serrés, que l'ordinateur ne va pas se dévisser, parce qu'il faut savoir qu'avec le temps, les vis ont tendance à prendre du jeu. Alors, il faut qu'ils soient quand même serrés à la force des doigts, hein. Pas comme un bourrin non plus. Et voilà, on va remettre l'arrière, essayer de remettre son autocollant correctement. Et il s'est distendu. Ouais. Donc c'est bon, à partir de maintenant, je peux installer mon Windows 10 et après on verra la récupération de données. Donc pour installer Windows 10, j'ai une installation sur clé USB que vous pouvez réaliser avec des utilitaires tels que UNetBootin ou Rufus. Changement d'angle de vue cette fois pour démarrer l'installation sur clé USB. Alors le positionnement de la caméra est peut-être pas idéal parce que je l'ai positionné dans mon t-shirt. Et voilà, c'était la manière la plus simple d'installer la caméra pour moi. Vous êtes dans la peau d'un technicien. Voilà, donc je mets la clé USB, j'allume l'ordinateur et normalement il devrait booter directement sur la clé. Alors je pense bien sûr à préparer un petit chargeur pour pouvoir le brancher afin qu'il ne s'éteigne pas en cours d'installation. Alors, please install an operation system on your hard disk. Ah, voilà. Voilà ce qui m'affiche. Alors, hard disk, alors on fait CTRL-ALT-SUP et on va faire F10. Change boot device order. C'est F9 en fait. Ah non, j'ai appuyé trop de fois. Je suis un petit peu bourrin. Stop. Donc voilà, nous sommes dans le BIOS et nous allons voir comment régler l'ordre de priorité de démarrage. Donc, nous avons système configuration. Bon, language, déjà, on peut le passer en français, ça sera plus simple. Et ensuite, option d'amorçage. C'est pas pareil sur tous les ordinateurs, mais on pourra vous donner une indication. Amorçage USB activé. Ordre de démarrage UEFI. Alors, gestionnaire de démarrage du SE. Alors, je vais passer unité CD, DVD, ROM, USB. Disquette sur clé, disque dur USB. Je vais le passer en premier. Alors, donc, pour le passer en premier, modifie les valeurs F5, F6. Donc, hop, je le mets en number 1. Je fais F10, je valide, il redémarre et il devrait démarrer sur la clé. Là, il a testé le lecteur CD en premier. Alors, pourquoi il n'a pas vu? On va refaire comme tout à l'heure. Donc, gestionnaire d'amorçage. Ouais, sauf qu'il manque des éléments là. Ah. Ouh, il a un bug il y a un sacré bug du firmware là. Le BIOS qui disparaît comme ça, c'est pas normal.
Vous voyez les bandes défilantes à l'image, c'est la fréquence d'affichage de la dalle. Moi je le vois pas à l'œil nu, mais par contre à travers une caméra on le voit, parce que la caméra filme à une certaine fréquence. Wow. Donc là je viens de modifier les paramètres de boot et j'ai également modifié un paramètre. Ah oui, j'ai désactivé l'Intel Software Guard Extension. On va voir ce que ça donne. Espérons que cette fois-ci il arrive à booter sur la clé USB. Ah, demande de désactivation de la fonction de sécurité. 954. Et ben oui, c'était bien ça qui causait le blocage de l'installation de Windows 10. Donc voilà, ben, ça fait un tuto dans un tuto. Tutoception. Donc après, on fait l'installation de Windows de manière classique, comme sur n'importe quel ordinateur. Français, FC. Hein. Donc contrat licence, ben, on accepte, sinon on peut pas cliquer sur suivant. Alors, installer uniquement Windows. Là, on clique sur notre SSD qui apparaît comme ci et on va faire nouveau. Hop. Alors, on va peut-être le fractionner. Alors, ça fait 223 Go. Enfin, une partition Windows. On va laisser une partition de données de 100 Go. Donc, on va faire 128. Voilà, la partition principale est comme ça. Ça sera 97 Go pour les données. On fait suivant. Et puis, on laisse travailler. Voilà, je viens de revenir avec mon café. Oh, c'est magique, c'est déjà terminé. Enfin, quasiment. Le plus gros est fait. Ça bouge beaucoup. Très bon ce café. C'est du Senseo. Ah oui, chose que j'ai oublié. Quand il redémarre, bien sûr, il faut enlever la clé. Alors oui, hop, il redémarre. J'enlève la clé, comme ça il va pouvoir démarrer sur le CC2. Vous voyez la clé là, belle clé licorne. Donc là, il démarre sur le SSD. Petit coup de café. Vous voyez déjà, rien que pour l'installation, c'est extrêmement rapide. Comparé aux 10 minutes de démarrage qu'il y avait avant avec son ancien disque dur mécanique, ce PC va devenir une bête de course avec 8 Go de RAM et SSD. Bon, 8 Go pour certains, ça paraîtra pas beaucoup, mais pour de la bureautique, c'est bien. Il démarre. On voit 3 tasses de café. Utilisez votre voix ou votre clavier tout au long du processus. Voilà, donc Cortana si vous nous voulez parle. que je reste silencieuse, il vous suffit de sélectionner l'icône micro dans le bas de votre écran. Voilà, on coupe Cortana et on va terminer l'install. France, que nous sommes en France, français. Deuxième disposition de clavier, non. On va se connecter à notre Freebox. Voilà, c'est connecté. Suivant. Donc là, je veux pas de compte connecté. Qu'est-ce que je fais? Je reviens en arrière et je peux. Alors, pour créer un compte qui ne soit pas connecté, on va tout simplement mettre le mode avion sur le PC et on peut rentrer un nom d'utilisateur. Donc là, je vais mettre un mot de passe, je confirme et les questions de sécurité. Une fois que fait, on peut continuer. Alors personnellement, moi je refuse tout, ne pas utiliser la commande vocale. Comme ça, on évite d'envoyer tout un tas de données à Microsoft et on évite le traçage. Et voilà, le PC est enfin installé. On n'a plus qu'à restaurer les données de l'ancien disque dur. Alors, moi je vais le faire à l'aide de cet appareil sur lequel je vais mettre le disque dur, comme ceci. Derrière, j'ai une alimentation, un bouton on-off et une prise USB. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, on est bien sur le bureau Windows. Mon boîtier est installé avec l'ancien disque dur. Je vais donc pouvoir récupérer les données. Alors, pour récupérer les données correctement, on va tout simplement aller chercher le disque dur. Bon, d'abord que j'allume le boîtier. Donc là, il est en train de lire les données. Alors là, il ne le voit pas. Alors là, par contre, j'ai vu qu'on avait une partition RAW. Il ne l'a pas formaté, donc il ne lui a pas attribué de lettres. Ajouter. Voilà. On ne voit pas notre. Alors, pour. On va lire. Question. Ah, c'est peut-être parce qu'il manque pilote USB. On va faire un tour du côté du panneau de configuration. À mon avis, des pilotes. Exact. Donc, on va enlever le mode avion. Il est connecté. Et on va aller ici pour qu'il puisse récupérer les pilotes. On va aller dans le centre de mise à jour. Mise à jour et sécurité. Donc ici, on a les options avancées. Me communiquer les mises à jour d'autres produits Microsoft lorsque je mets à jour Windows. Afficher une notification lorsqu'il nécessite une mise à jour. Et ensuite, on peut accrocher mise à jour. Parce que sans les pilotes, en fait, il ne voit pas le port USB. Et du coup, il ne peut pas voir le disque dur. Voilà, si Windows est bien activé. Oui. Windows activé. Alors la solution alternative à ça, si vous voulez pas attendre qu'il fasse toutes les mises à jour, vous pouvez aller sur Driver Cloud, qui est un site qui permet de récupérer les pilotes en analysant votre PC. Voilà, drivercloud.com. Alors il n'est pas vraiment nécessaire d'installer d'antivirus sur Windows 10, je le rappelle, puisqu'il a un antivirus intégré et qui fonctionne bien. Alors il dit que le site n'est pas sécurisé, mais c'est tout simplement parce que Internet Explorer n'est pas
à jour. D'ailleurs, depuis Windows 10, on est passé sur Edge. C'est Edge d'ailleurs, je pense. Mais sa base ne doit pas être. Donc là, il me télécharge les mises à jour de Windows 10. La base Windows Defender, mise à jour cumulative, Intel, donc des drivers. C'est parfait. Donc on n'a plus qu'à attendre que ça finisse de télécharger et redémarrer le système pour pouvoir voir. Voilà, après avoir redémarré, donc le disque dur est bien apparu. Hop, on peut peut-être le faire autrement. Donc nous avons notre disque Windows F et ce qu'il va falloir faire, c'est avant tout afficher les fichiers cachés. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir récupérer ainsi les préférences système. Donc là, ce qu'on va faire, on va récupérer le dossier utilisateur en faisant tout simplement CTRL. On va sur le bureau et on fait CTRL V. On fait continuer. Comme ça, on récupère tous les éléments du dossier utilisateur et on est sûr de ne rien perdre. Là, il calcule toutes les données transférées et vous verrez que dans le dossier utilisateur, il y a un dossier qui est important qui s'appelle app data mais qui est masqué. Les dossiers masqués, on les voit comme ça parce qu'ils sont plus clairs que les autres quand on a coché cette option élément masqué. Et le dossier app data contient toutes nos préférences d'application. Donc si on veut les récupérer, il faut absolument récupérer ce dossier app data. En même temps, j'en profite pour vous montrer qu'après redémarrage de l'ordinateur, on voit bien tous les éléments sont installés, tous les pilotes. Et on en profite à chaque redémarrage pour vérifier les mises à jour, où ça en est, s'il est bien en train de les télécharger, etc. Si ce n'est pas le cas, hop, on lance une recherche de mise à jour. Et il a calculé plus de 23 500 éléments pour une taille de 2,08 Go. C'est un dossier utilisateur relativement light. Des fois, le simple fait de le faire 2 fois permet d'accéder plus rapidement au dossier utilisateur. C'est pour ça que je l'ai relancé une deuxième fois. Alors, vous voyez que l'accès au dossier utilisateur est très lent, déjà parce que le disque dur en lui-même était devenu très lent. Donc là, il a commencé à copier les données. Alors, au plus petit sont les fichiers et au plus lent est le transfert. Et au plus vous allez transférer de gros fichiers, au plus ça va être rapide. Par exemple, si vous transférez un lot de données de 1 kilooctet, ça va être extrêmement lent. Tandis que si vous transférez par exemple des fichiers MKV, ce sont des fichiers vidéo haute définition, mais là ça va être beaucoup plus rapide. Là, il nous estime le temps de transfert à environ 30 minutes pour 19,4 Go. Donc, je continue mon explication. Donc, quand vous avez ce dossier app data, ce que vous allez faire, vous allez sur votre disque local C, vous allez dans votre nouveau dossier utilisateur. Vous voyez que là aussi, il y a un dossier app data. Donc, vous ouvrez d'un côté votre dossier app data qui aura là-dedans. Vous avez un dossier local. Par contre, faut pas les inverser. Donc, vous mettez l'ancien à gauche, par exemple, et le nouveau à droite, pour pas vous emmêler les pinceaux. Vous faites ça. Donc là, vous avez le dossier local, app data, local, et vous transférez les dossiers des applications que vous utilisez régulièrement. Ceux dont vous voulez récupérer les préférences, par exemple Google ou Avast, non, parce que je ne les réinstallerai pas. Vous avez plusieurs niveaux. Vous avez le local low et le roaming. Donc, il faudra le faire pour les 3 dossiers. Ainsi, vous pourrez récupérer les préférences de vos utilisateurs. Il faut faire ça pour chaque utilisateur, bien. Et voilà. Et une fois que vous avez fait ça, il vous suffira juste de comparer le dossier d'application pour voir quels programmes sont présents et quels programmes sont manquants. Alors, je vais lister les programmes pour pouvoir lui réinstaller sur le nouveau. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.